Bonjour Isabelle Rome, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre intervention? Bonjour Karima, donc je suis Isabelle Rome, je suis magistrate et je suis haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes du ministère de la Justice, donc en charge de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de ce ministère et de coordonner en son sein donc le plan de lutte contre les violences faites aux femmes, un plan gouvernemental. Voilà. Donc moi ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, enfin vous exposer, c'est combien, je veux dire, la marche vers l'égalité entre les femmes et les hommes est longue, comment elle a progressé, et finalement depuis assez peu, où nous en sommes aujourd'hui, mais aussi comment le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes aujourd'hui peut dépasser le stade des revendications féministes pour être complètement intégré dans la mise en œuvre de politiques publiques, hein, et notamment donc, au sein du ministère de la Justice, tout en terminant quand même par une alerte et un appel à la vigilance constante. C'est-à-dire que nous allons voir que les progrès sont réels, mais que, je veux dire, nous avons encore à progresser, mais que surtout, nous pourrions régresser et qu'il faut toujours être vigilant, hein, parce que je considère que le sujet de l'égalité femmes-hommes n'est pas qu'une affaire de femmes, mais vraiment une affaire de société. Voilà. Résumer en quelques mots mes propos. Merci Donc, beaucoup Isabelle Rome, nous vous écoutons. Très bien. Donc, oui, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, cette conquête de l'égalité en droit dans notre société française entre les femmes et les hommes, enfin pour les femmes, a fait l'objet d'un long cheminement et ce cheminement n'est pas si ancien que ça, hein. C'est-à-dire que si on se replonge un petit peu dans l'histoire, on se rend compte par exemple qu'au moment de la Révolution, qui est quand même à ce moment-là que naît je veux dire vraiment notre démocratie, qui a adopté la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui est quand même le socle de notre démocratie, eh bien, dans ce socle-là, il n'y a pas de place pour les femmes, hein. Voilà. Donc, il y avait des féministes, dont un homme d'ailleurs, hein, Condorcet, qui d'ailleurs réclamait déjà le suffrage universel. Il y avait une femme, notamment Olympe de Gouges, hein, que nous connaissons, qui était comédienne, philosophe, qui s'est aussi beaucoup battue contre le racisme et qui a aussi porté ce sujet de l'égalité, notamment par sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, hein, qu'elle avait adressée donc, à Marie-Antoinette, mais rien dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens sur les femmes, et puis surtout, on ne leur octroie pas le droit de vote au moment de la Révolution. J'allais dire pire, Condorcet et Olympe de Gouges ont été guillotinés, hein, voilà, et en 1793, les clubs de femmes sont interdits. Donc, on voit bien qu'on est loin d'avoir une démocratie qui inclut les femmes. Donc, ensuite, il faut, au 19e siècle, bon, je vais aller un petit peu vite, mais au 19e siècle, on voit tout de même un mouvement féministe, mais qui est très contemporain d'un mouvement aussi de lutte ouvrière, c'est-à-dire qui est lié aussi à l'avènement un peu du socialisme, autour de toutes ces valeurs, avec des grands noms comme Louise Michel, Flora Tristan. Donc, c'est très lié finalement aux luttes ouvrières, aux luttes sociales. Et puis ensuite, il faut vraiment attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et je veux dire, il a fallu attendre les deux guerres, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale. On sait que les femmes, finalement, ont porté toute l'économie, mais une fois la guerre terminée, on a tout oublié et on ne leur a reconnu aucun droit. Il faut attendre la Deuxième Guerre mondiale avec une implication forte des femmes dans la résistance pour que leur soit reconnu enfin en 1944 le droit de vote. Voilà. Et c'est ensuite, effectivement, cette seconde moitié du XXe siècle qui va être celui de l'émancipation des femmes. J'aime bien employer ce terme d'émancipation parce que je pense qu'il correspond bien à ce qui s'est passé. Je dirais plus l'émancipation que l'égalité. L'émancipation, c'est-à-dire qu'on va leur permettre plein de choses
auquel elle ne pouvait pas prétendre jusque-là. Voilà, donc bien sûr, c'est le droit de vote, mais ensuite, c'est la possibilité de pouvoir avoir un emploi sans l'assentiment du conjoint, la possibilité d'avoir un compte bancaire seul, et puis ensuite, c'est la loi Neuwirth en 1967 sur la contraception, hein, c'est une loi importante, puis en 1970, une loi très emblématique, c'est la suppression du principe de puissance paternelle pour l'avènement de l'autorité parentale conjointe. Et là, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup quand on fait un peu l'histoire comme ça des droits des femmes, mais symboliquement, c'est extrêmement fort parce que ça veut dire qu'on change de modèle familial, que, en tout cas dans la loi, après dans les mœurs c'est encore autre chose, mais que dans la loi, eh bien, on passe de ce modèle du patriarcat avec la puissance paternelle à un modèle justement dans lequel les responsabilités sont partagées et l'autorité est partagée entre le père et la mère. Et donc ça, on voit bien, c'est quand même une étape très, très importante. En 1975, eh bien, la loi fameuse qui dépénalise l'avortement. Et puis aussi une loi importante qui est celle qui introduit le consentement mutuel comme cause de divorce, enfin, comme possibilité de le divorce, parce que ça veut dire aussi que ça introduit une égalité entre la femme et l'homme en cas de séparation. Et puis ensuite, on a dans les années 2000 toutes les lois sur la parité, les lois sur la parité en politique, puis les lois sur la parité dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Et je pense que ces lois sont très importantes. Alors, je m'attacherai juste quelques secondes sur les lois sur la parité en politique parce que c'était les premières d'ailleurs qui ont été prises en termes de parité. Et elles ont été souvent très discutées, elles le sont encore parfois, sauf que maintenant c'est la loi, donc on n'a plus rien à dire. Voilà. Parce qu'on disait, oui, on va privilégier les femmes à l'intelligence, comme s'il pouvait y avoir une difficulté. Et puis on disait aussi, oui, les femmes, on leur propose, mais elles ne veulent pas se présenter à des élections, etc. Et puis finalement, dans les faits, que s'est-il passé ? C'est qu'aujourd'hui, vous avez près de 40% de femmes à l'Assemblée nationale, alors qu'en 1997, vous en aviez à peu près 11%. Donc, on voit que ces lois sur la parité en politique ont eu un effet extrêmement important, positif, justement, sur l'arrivée des femmes en politique. Et je pense que c'est parce qu'elles leur ont mis le pied à l'étrier, c'est-à-dire qu'en permettant à des femmes d'être élues sur des listes, parce qu'on n'est pas allé trop vite, quand même, sur des listes comme ça, voilà. Donc, dans des conseils régionaux, dans des conseils municipaux, elles ont pu prouver qu'elles étaient tout à fait capables de gouverner et ensuite elles ont pu justement être élues en leur nom propre comme députée. Et je trouve que ça c'est intéressant parce que, et ça me fait ma transition avec la deuxième partie, combien justement la loi à un moment donné peut aussi un peu booster les mœurs. Voilà. Et aussi combien on a besoin de courage et de volonté pour faire évoluer les droits des femmes et pour avancer, j'allais dire de manière plus globale, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà. Et voilà, quand on parle de Simone Veil, on voit comment elle s'est battue à l'Assemblée nationale. Même le Lucien Neuwirth, le sénateur qui a porté la loi sur la contraception, il s'est battu aussi, il était ridiculisé par ses pairs. Voilà. Il a fallu 2 ans pour que les décrets d'application sortent, ce qui montre aussi qu'il y avait de fortes résistances des administrations centrales. Donc on voit que l'égalité entre les femmes et les hommes ne va pas sans courage et sans volonté. Voilà. Donc tout ça pour dire que on a cette volonté politique. Bon, c'est celle du président de la République qui a déclaré l'égalité entre les femmes et les hommes grande cause du quinquennat. Et c'est ce qui permet aussi de dire qu'aujourd'hui, en particulier dans la fonction publique, mais là je représente le ministère de la Justice, donc j'aborde plutôt cet aspect-là. On peut dire que cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes a dépassé peut-être le stade d'une revendication féminine, justement pour être un élément à part entière des politiques publiques et en matière de gouvernance comme de gestion des ressources humaines. Voilà. Et vous avez plusieurs lois qui sont importantes en la matière.
sur la fonction publique, nous avons la loi Sauvadet qui impose donc 40% de personnes du même sexe aux postes les plus élevés de la fonction publique. Et puis, vous avez la loi sur la fonction publique qui de 6 août 2019 qui impose justement aux différents ministères et puis ensuite à différentes collectivités locales, territoriales, la mise en œuvre de plans d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et là, c'est tout de même une avancée très importante. En ce qui concerne le ministère de la Justice, eh bien, cela a donné lieu à un accord sur l'égalité professionnelle, donc, qui a été signé en janvier 2020 par la garde des Sceaux, donc à l'époque Nicole Belloubet, et les organisations syndicales, 5 sur 6, lequel accord comporte un plan d'action donc avec 60 actions à décliner. Et là, un comité de suivi de cet accord fonctionne régulièrement et met en place au fur et à mesure donc toutes ces actions. Parmi celles-ci, par exemple, on peut citer la mise en place d'une cellule d'écoute qui s'appelle Allo Discrime pour les personnes victimes qui se déclarent victimes de violences sexuelles ou sexistes. On peut parler aussi de la signature d'une charte sur l'équilibre des temps de vie qui a été signée le 8 mars 2021 par le garde des Sceaux, donc en présence des représentants syndicaux. La nomination, et Karima, vous êtes bien placée, de référents égalité femmes-hommes dans les différentes directions et sur l'ensemble des territoires. Donc ça veut dire que on insuffle cette culture de l'égalité. Ça me permet d'arriver sur ma troisième petite partie, sur la nécessité d'insuffler toujours la culture de l'égalité. Parce que, voilà, la volonté, le courage, c'est bien, la loi, c'est bien, mais ce que peut faire une loi, une autre loi peut le défaire. Et donc, si on n'a pas une culture ancrée dans les mœurs, justement en matière d'égalité, eh bien, ça veut dire qu'on reste fragile. Ça veut dire, et que très vite, une loi peut être défaite. D'ailleurs, vous voyez, il suffit d'ouvrir un peu les yeux dans le monde pour voir que, il y a certains États qui n'hésitent pas à revenir, notamment sur le droit à l'avortement. Donc, ce qui veut dire aussi vigilance constante. Et donc, je pense que si justement cette culture de l'égalité imprègne un peu toutes les parties de la société, eh bien, on aura plus de mal ensuite à revenir sur ces acquis. Voilà. Et donc, c'est un peu l'objet d'ailleurs de tout ce que je mets en place au sein du ministère, notamment avec la signature du texte d'engagement pour une parole non sexiste qui a été signé en mars 2019 et que nous proposons à la signature des responsables de ce ministère, que ce soit dans les juridictions, dans les directions interrégionales, même dans les établissements, que ce soit de la pénitentiaire comme de la protection judiciaire de la jeunesse, parce que finalement, c'est un engagement à se comporter de manière respectueuse, aussi avoir une certaine attitude par rapport aux femmes, c'est-à-dire que ce soit dans l'accompagnement de leur carrière, dans la manière aussi de les évaluer, dans la manière d'organiser des panels d'intervention. Enfin voilà, je crois qu'il y a à peu près 8 recommandations dans ce texte, auxquelles les signataires s'engagent. Ils s'engagent aussi à diffuser cette culture donc au sein de leur organisme. Et puis bien sûr, insuffler la culture de l'égalité, ça passe forcément par des formations. Donc moi, j'ai des partenariats avec les 4 écoles de notre ministère, l'école de la magistrature, l'école nationale de la PJJ, l'école nationale d'administration pénitentiaire, l'école nationale des greffes. Et il faut sans cesse répéter. Voilà. Et je terminerai parce que je pense que j'ai bientôt, j'allais dire, épuisé le temps qui m'était imparti. Je terminerai vraiment par cette nécessité de répéter, on ne rabâche pas, non, on ne rabâche jamais. On ne rabâche jamais parce que rien n'est jamais acquis. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment être sur cette
démarche d'aller vers et de construire avec. C'est-à-dire que cette égalité, elle ne se construit pas seulement de l'Élysée, de Matignon, de la place Vendôme, ni même du millénaire. Hein, voilà. Elle se construit avec tous les acteurs de terrain. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et c'est aussi comme ça qu'on arrivera mieux à cette égalité. Et donc, je terminerai par cette nécessaire vigilance, alors en dépassant un petit peu le cadre justement du ministère et en ayant une approche plus sociétale, parce que moi, vous voyez, le retour des talibans en Afghanistan le 15 août, enfin, c'était autour du 15 août, pour moi, c'est vraiment un tsunami pour le droit des femmes. Voilà. Et ça doit nous inciter à beaucoup d'humilité, hein, voilà, à une grande vigilance et aussi à une solidarité démultipliée. Parce que sans solidarité, je veux dire, il n'y a pas non plus des droits des femmes. C'est sur ces mots que j'aimerais terminer ces quelques mots. Merci beaucoup Isabelle Rome pour cette présentation claire et passionnante. En vous écoutant, je me disais, on voit bien qu'il y a eu des étapes hein, comme ça clés hein, d'avancée, mais qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Qu'est-ce que vous diriez aux nouvelles générations qui sont justement, elles, peut-être sur un autre modèle culturel? Je leur dirais qu'il ne faut pas être snob, il ne faut pas être prétentieuse et penser que ce sont les vieilles qui se sont battues pour des générations précédentes. Voilà. Et que le combat doit toujours être mené pour plus d'égalité. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que je reprenais à la fin de mon propos. Il y a eu des acquis, mais on voit, et je n'ai pas cité les chiffres, mais on voit qu'il y a toujours des inégalités. Hein, je veux dire, les différences de revenus entre les femmes et les hommes, elles existent toujours, de 16 à 23% de différence dans les revenus. Les familles monoparentales sont le plus souvent des familles composées justement de femmes. Les travailleurs pauvres sont souvent des travailleurs pauvres, voilà. Bon, donc évidemment que les inégalités subsistent, mais il faut reconnaître qu'on a eu quand même une belle progression en matière d'égalité, mais justement sur laquelle dont il ne faut pas se satisfaire, parce qu'on doit encore progresser, et aussi parce qu'elle demeure fragile. Et pour moi, le terme de fragilité, c'est quand même j'aimerais que ce soit différent. Mais vous voyez, je vous ai cité l'Afghanistan, on pourrait citer le Texas, on pourrait citer la Pologne. Malheureusement, c'est une réalité, la fragilité. Et donc, soyons conscients de cela. Et j'aimerais dire aussi que c'est un combat qui n'est pas que de femmes, c'est un combat sociétal dans lequel femmes et hommes doivent se réunir, se joindre, parce que ce combat, nous le menons aussi pour nos enfants. Et nos enfants, ce sont les nôtres. Voilà. Et il faut savoir quelle société nous voulons aux enfants. Et moi, je n'ai pas envie non plus de cette société dans laquelle meurent encore plus de 100 femmes chaque année sous les coups de leurs conjoints. Merci beaucoup, Isabelle Rome. Je vous en prie, Karima.